Oui, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, face aux grands enjeux qui sous-tendent le développement de l'économie régionale et son impact sur l'emploi, vous nous proposez, conformément à la loi NOTRe, la mise en place de ce fameux schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation pour les années à venir. Dans ce schéma, pour ne pas redire ce qui a déjà été dit, 3 axes me semblent importants à considérer. L'assistance aux entreprises et le développement économique à proprement parler sur le territoire régional, d'une part, l'économie sociale et solidaire, d'autre part, et enfin, de manière plus générale, la place de ce SRDE2I dans un contexte européen qui vise à donner de plus en plus de pouvoir et d'indépendance aux régions européennes, renforçant le pouvoir réglementaire des régions dont vous êtes favorable. J'interviendrai dans mon propos brièvement sur les 2 premiers points, laissant à ma collègue Yveline Brun le soin de vous exposer notre position sur le volet européen. Alors, si à la lecture des quelques 450 pages de ce schéma, nous partageons généralement les grands axes que vous vous donnez comme objectif en matière de développement économique et d'aide aux entreprises, permettez-moi d'émettre quelques critiques, quelques propositions d'amélioration et de souligner différents axes qui me paraissent essentiels pour que ce schéma soit efficace pour nos entreprises régionales. Concernant la première orientation, il est indéniable qu'en matière de numérique, les technologies évoluent à une vitesse exponentielle et que les entreprises doivent pouvoir anticiper et réussir leur transition numérique pour rester compétitives. Mais qui dit révolution numérique, comme nous la vivons depuis quelques années, dit aussi apparition de nouveaux risques. J'en évoquerai 3 qui, à mon sens, ne sont pas suffisamment détaillés dans votre schéma. Premièrement, l'ère du tout numérique, si elle présente bien des avantages dans le milieu industriel, on pourrait citer notamment les filières médicales, agroalimentaires et bien d'autres. Cette ère du tout numérique, donc, est aussi un risque sérieux si elle n'est pas exploitée au service de l'humain d'abord. L'accompagnement que nous menons auprès des industriels doit donc se faire de telle sorte que le numérique soit maîtrisé et participe à la création d'emplois sur le territoire régional et non à une hausse indirecte du chômage par l'apparition notamment de robots qui pourraient présenter une meilleure rentabilité industrielle qu'un salarié. Ne perdons pas de vue ce risque important dans une société où la recherche continuelle du profit se fait parfois malheureusement au détriment de nos compatriotes. Deuxièmement, la question de ce qu'on appelle le big data. Vous l'évoquez brièvement dans votre schéma, mais l'un des enjeux majeurs de cette révolution industrielle va consister dans la gestion et dans le stockage des informations traitées et la sensibilisation des industriels à cette question importante afin d'assurer la performance de nos entreprises. Et là encore, notre action doit se tourner en priorité vers les petites structures type TPE, PME, excusez-moi, qui, je le rappelle, comme je l'avais déjà fait lors de notre séance de mars, je crois, dernier, sont les premières créatrices d'emplois sur le territoire régional. Le but de ce schéma étant le développement économique, il apparaît donc comme indispensable de se tourner en priorité vers ces petites structures qui, en matière de numérique, ont souvent bien moins de moyens et d'expertise que les grands groupes. Troisième aspect qui en découle, c'est la question de la protection des données. Qui dit développement numérique, stockage de données à grande échelle, dit aussi risque important d'espionnage industriel, qui plus est pour des entreprises qui sont de plus en plus amenées à traiter des données sensibles type confidentiel défense ou secret défense. Notre rôle dans ce domaine est donc de sensibiliser nos industriels et de les accompagner dans la protection des données face à une montée de l'espionnage industriel afin de protéger le savoir-faire et l'expertise de nos industries régionales, et ce, d'autant plus à une époque où l'innovation industrielle est permanente, comme vous le soulignez d'ailleurs parfaitement dans votre schéma. Sur la politique des filières, je suis moi aussi surpris de ne voir finalement à aucun moment apparaître dans vos priorités la filière maritime, alors même que nos quelques 720 km de côte font de la Nouvelle-Aquitaine l'une des régions où le potentiel maritime est l'un des meilleurs en Europe. Sur la question de l'économie sociale et solidaire, enfin, permettez-moi de vous dire que sur ce point précis, nous sommes en total désaccord avec votre point de vue. D'une part, parce que cette économie est en réalité une économie en demi-teinte, avec peu d'efficacité,
Il suffit pour s'en convaincre de regarder les chiffres de l'INSEE facilement consultables en ligne, chiffres qui montrent que la majorité des emplois issus de l'ESS sont des emplois précaires et peu stables. Ainsi, moins d'un salarié sur deux sont en CDI à temps complet dans l'ESS. Et quand on sait que 78% des emplois sont obtenus dans des associations, on peut à juste titre se poser quelques questions sur les bénéficiaires de ces emplois, sans parler du fait que dans ces associations, qui vivent bien souvent de subventions publiques, ces associations sont souvent en concurrence déloyale avec nos artisans et nos petites entreprises. Et un exemple tout simple pour revenir aux bénéficiaires de ces emplois, mais assez révélateur, et j'en finirai par là. J'imagine que vous connaissez tous l'Union nationale pour l'habitat des jeunes, qui appartient à l'ESS et qui se présente au grand public comme étant une structure qui accompagne les jeunes dans leur processus de socialisation, leur insertion consciente et critique dans la société. C'est donc une belle mission pour une association qui s'adresse à nos compatriotes qui sont bien souvent issus des classes les plus pauvres. Eh bien, sur la commune de Libourne, où je suis élu, la présidente de l'association, Madame Vénère, suppléante de Florent Boudier à l'Assemblée nationale et adjointe au maire de Libourne, a embauché récemment comme directrice, avec un salaire de 3 700 € mensuel, Madame Isabelle Hardy, sa collègue au conseil municipal de Libourne, mais également conseillère départementale socialiste de Gironde, et donc appartenant à l'Assemblée qui vote les subventions données à son employeur. La boucle est bouclée et on s'aperçoit aisément que finalement cette économie sociale et solidaire profite plus au copinage à tout va plutôt qu'aux gens qui sont réellement dans le besoin. Et croyez bien que cette situation est loin d'être un cas isolé en France. Et dans ces conditions, nous ne pouvons que nous opposer fermement à cette économie parallèle qui ne profite aujourd'hui qu'à une élite très réduite. Voilà, j'en ai fini pour mon propos et je laisse ma collègue Yveline Brun vous donner notre position sur l'aspect européen. Je vous remercie.